sur le plateau pour cette fois évoquer une technologie qu'on a fait venir, je pense, depuis 4 ans au Hacking Elf Camp, qui est cette fameuse blockchain. On vous parlait il y a très longtemps du Bitcoin, cette crypto-monnaie qui était basée sur un système, et ce système, ça s'appelle la blockchain. Ça a, bon, bien sûr, des gros avantages dans le monde de la fintech, mais on connaît moins les possibilités de la développer dans le monde de la santé et dans d'autres mondes. Et c'est pour ça que j'ai invité Pierre Banzé à nous rejoindre de Transchain, qui est une société qui aujourd'hui fait partie du giron Elf Factory AW Innovate. Voilà, et à qui on collabore. C'est pas un spécialiste de la santé, mais c'est un spécialiste de la blockchain. Et je pense que c'est très intéressant de voir avec lui aussi qu'est-ce que cette technologie peut apporter au monde de la santé. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien. Je vais essayer de vous éclairer sur la technologie sans être technique et d'amener surtout des cas d'usage en santé et en évoquant dans d'autres domaines. C'est à toi. Alors, pour commencer, une petite introduction. Donc, Transchain, ça a 2 ans et demi. On utilise vraiment la blockchain pour les entreprises. Donc, on a enlevé tout ce qui pouvait justement être ces aspects de crypto-monnaie, parce qu'on pense que ce n'est pas vraiment adapté pour l'entreprise. On veut amener une technologie simple et amener les préceptes de base de la technologie qui vont être finalement la distribution de l'information, la sécurité de cette information et finalement la sauvegarde et la non-altération de ces données. On y reviendra un petit peu après. On est aussi assez européen dans l'âme, et donc du coup on fait vraiment attention aux données personnelles et on veut éviter de pouvoir les contrôler, qu'un tiers puisse les contrôler. Et je pense qu'en santé d'ailleurs c'est particulièrement important. Un enjeu majeur. Du coup on travaille forcément sur des enjeux, c'est une technologie très novatrice, donc on est forcément obligé de travailler avec nos clients autour de la transformation digitale, parce que il y a 3 ans notamment, la blockchain, peu de monde connaissait, c'est moins le cas maintenant, mais la technologie a encore des choses à prouver. Et donc forcément, c'est de l'intelligence collective, c'est de la proactivité pour toujours regarder ce que la technologie peut apporter de nouveau et où est-ce qu'elle est capable de s'implémenter à terme. Donc aujourd'hui, on est 15 personnes chez Transchain, des profils recherche. On travaille beaucoup, on a une grosse équipe R&D forcément, parce que la technologie en a encore besoin, et une équipe maintenant qui s'étoffe pour aller réussir à vendre cette technologie et l'implémenter sur des verticales métiers et dans des cas d'usage bien précis. Je l'ai un petit peu dit avant, mais on a une solution qui s'appelle Catena, qui permet à n'importe quelle entreprise, de manière très simple, de venir utiliser la technologie et de la déployer sur son écosystème avec ses cas d'usage et ses propres problématiques. Donc c'est très agile, ça va permettre finalement d'avoir quelque chose de simple, de fluide, tout en garantissant du coup ces données. Et je le répète parce que vraiment c'est rare que sur des solutions dites SaaS, on soit en capacité de contrôler nos données. En général, on les envoie vers des serveurs et c'est très compliqué derrière de savoir ce qui se passe avec. Derrière, on va amener tout ce qui va permettre de la certification de l'information, la traçabilité d'informations, mais également de l'eurodatage. Donc c'est un petit peu ces 8 fonctionnalités qui font un petit peu ce qu'est la blockchain. Donc un réseau blockchain, pour rentrer un petit peu dans la technique, c'est finalement un réseau distribué. Donc en gros, quand vous allez sur Internet, de manière classique, vous allez avoir un ordinateur et un serveur, vous faites confiance à ce serveur, et il vous donne de l'information, et finalement, il vous la restitue sur votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle une relation client-serveur. La blockchain, ce n'est pas du tout ça. En gros, c'est un nombre de personnes qui vont créer un réseau, et qui vont permettre à ce réseau de se partager de l'information. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir de l'information sur tous ces postes-là, et si quelqu'un essaie de tricher ou de modifier une information sans l'autorisation des autres, finalement, il va être rejeté et il ne pourra pas le faire. Donc c'est vraiment une technologie presque démocratique, où finalement, il faut que la majeure partie des acteurs soient d'accord avec le changement pour qu'il puisse avoir lieu, et la donnée ne sera pas modifiée, mais il y aura une nouvelle information qui sera passée par-dessus cette information. En gros, on aura un historique de cette donnée, ce qui n'est pas forcément le cas sur un serveur où dès que la donnée est supprimée, vous ne savez pas forcément ce qui s'est passé avant.
La traçabilité, alors quand on parle de traçabilité, traçabilité de la donnée, ça va également dans le monde physique. Pourquoi? Parce que réussir à avoir une traçabilité en tracteur d'une information, ça va permettre aussi de pouvoir le lier à un asset physique, à une marchandise, à un médicament, et de garantir que au fur et à mesure des acteurs, l'ensemble des process ont été respectés pour garantir la promesse de ce médicament, ou en tout cas qu'il n'a pas été altéré, contrefait, ou qu'il n'y a pas eu une malversation sur le produit. C'est un réseau auditable. Alors quand on dit auditable, on est dans le monde des entreprises. Donc c'est pas dans le sens où vous allez pouvoir voir tout ce que tout le monde fait. Il y a le secret des affaires quand même qui reste là. Mais par contre, si à un moment il y a un litige, on va être capable de pouvoir remonter cette information et garantir que la preuve n'a pas été altérée. Et ça permet de signer, d'identifier les personnes. On parle aussi de beaucoup d'identité numérique dernièrement, ce qui veut dire que, par exemple, vous allez pouvoir garantir que c'est bien telle personne sans forcément donner son identité. Donc, par exemple, pour faire un parallèle rapidement avec cette fameuse application Stop Covid, potentiellement, il pourra y avoir des biais et de l'utilisation des données personnelles qui pourraient en être faites via la blockchain. On pourrait faire le lien entre la personne physique et son identité digitale sans jamais qu'un tiers puisse y avoir accès ou qu'il puisse finalement modifier ces fameuses informations ou les exploiter. Donc voilà. Les cas d'usage sont très variés. Ça va de l'administration, à de la digitalisation, à de la traçabilité dans l'agroalimentaire, au monde de l'immobilier, avec finalement ce qui s'appelle les PropTech ou les espaces de coworking, les espaces partagés, de la location, garantir que l'ensemble des conditions ont été respectées, dans le monde du luxe pour aussi de la traçabilité ou des certificats d'authenticité de la marchandise dans l'industrie. Enfin, les cas d'usage sont vraiment variés. On connaît souvent les cas d'usage de la banque, qui sont liés à l'historique de la blockchain, qui finalement vient de ce qu'est le Bitcoin, la crypto-monnaie et donc tous ces enjeux monétaires. Mais la crypto-monnaie, c'est vraiment qu'une des applications possibles de la blockchain. C'est un petit peu comme si on disait que c'est un peu comme si on confondait Google et Internet ou Facebook et Internet. Internet reste une technologie, on y met des cas d'application et le Bitcoin reste une des applications possibles à la technologie blockchain. Donc c'est vraiment un parallèle qu'on essaye de... Enfin, c'est vraiment un lien qu'on essaye de casser parce que c'est pas un automatisme et on se rend compte aujourd'hui que les crypto-monnaies, c'est très volatile et peu adapté du coup au monde de l'entreprise et aux usages que l'on peut en faire. Il y a eu quelques années, il y a eu ce qu'on appelait les ICO. Ça a permis à certaines entreprises de lever beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a eu peu de cas d'application qui ont été mis en production parce qu'il y a des problèmes intrinsèques qui se posent derrière et c'est des problèmes techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des problèmes assez complexes à résoudre et la crypto-monnaie génère ces problèmes-là finalement. Alors, j'ai fait quelques focus dans la pharmaceutique. Donc, en gros, il y a 4 cas d'usage dont on va pouvoir parler. Le premier, c'est la sérialisation. Donc, il y a eu aujourd'hui des choses qui ont été... il y a une réglementation européenne autour de la sérialisation. Et finalement, l'idée, c'est que la blockchain peut simplifier la mise en place de cette sérialisation et peut la renforcer entre l'ensemble des acteurs de la chaîne. Pourquoi la sérialisation est importante? Parce que bon, je pense que ça, vous êtes bien plus calé que moi là-dedans, mais il y a beaucoup de contrefaçons sur les médicaments ou sur les dispositifs médicaux. Et finalement, sérialiser un objet va permettre de garantir de l'identité de l'émetteur de cet objet-là et garantir qu'il n'a pas, éventuellement que cet objet n'a pas été dédoublé, qu'il y ait un vrai et un faux objet, et de garantir vraiment la vie aussi de l'objet. Donc s'il y a des entretiens nécessaires ou autres, que ces entretiens ont été faits, que d'un point de vue garantie d'utilisation, on est bien dans les critères acceptables pour ce type d'objet. Et donc la sérialisation, c'est un des enjeux et un des cas d'usage simple de la blockchain. Pourquoi? On est sur la traçabilité et on est sur de l'identité. Il y a eu un autre cas d'usage qui, pour nous, a vraiment du sens. C'est tout ce qui va être les études en double aveugle. Donc finalement, aujourd'hui, tout se fait beaucoup par papier. Il y a des choses, c'est des process assez qui demandent beaucoup de rigueur. Et on se rend compte que ça demande surtout une anonymisation parfaite des données, parce que si un des deux, des personnes ont eu accès
aux études sans y avoir le droit, a priori, ça peut même jusqu'à aller annuler l'étude ou en tout cas la reporter parce que on considère qu'il y a une altération de ces informations-là. Là, la blockchain, clairement, peut amener ce côté anonymisation et identité quand même des personnes qui ont amené tout ça. La confidentialité, je pense que ça reprend un petit peu ce cas d'usage, mais c'est vraiment la confidentialité dans le monde pharmaceutique où il y a beaucoup de brevets, où il y a beaucoup de propriété intellectuelle, où finalement les acteurs ont parfois des droits d'utilisation mais pas le droit de modifier telle ou telle chose. Ça permet de garantir de la bonne utilisation et de la non-modification de ces processus-là. Et un autre cas d'usage qui est plus orienté patient, c'est finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la santé s'est beaucoup digitalisée avec le coronavirus. Il y a eu un boom des téléconsultations, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis finalement aussi à la médecine d'avancer, en tout cas à l'expérience patient de se transformer, mais quid des données personnelles, quid des données médicales qui sont liées à toutes ces consultations-là, et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire demain pour garantir d'un côté que la santé se transforme, et c'est sûrement mieux, c'est sûrement bien, sans que ces données finissent chez les acteurs privés, chez les acteurs américains ou chinois, que peuvent être les GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook ou Apple, ou finalement les Chinois qui vont être ce qu'on appelle les BATX, et c'est l'équivalent des Américains. Et la surexploitation de ces données, le jour où un monde connecté me dirait qu'il faut que j'aille prendre rendez-vous chez le médecin, ou que le médecin m'appellera parce qu'il a eu accès aux informations de ma montre, peut-être que là, le jour-là, un biais aura été franchi, même si potentiellement, d'un point de vue patient, ça peut être pour du mieux. Donc c'est finalement un juste équilibre à trouver entre ce que les données peuvent permettre de faire et sur ce qu'elles pourraient engendrer à terme sur, je ne sais pas, une surexploitation de données de santé. Ça peut engendrer la non-obtention d'une assurance, d'un prêt, ou une surcote d'assurance, parce que finalement, on se rend compte que potentiellement il y a des pathologies soit génétiques, soit qui se développent au fur et à mesure des âges. Donc voilà un petit peu tous les cas d'usage, où il y en a bien d'autres dans la pharmaceutique, mais des cas d'usage majeurs que l'on est capable de faire et que la technologie blockchain est capable d'amener aujourd'hui en production. Donc voilà, on est, alors pour un petit peu expliquer, on a peu travaillé aujourd'hui dans la santé, même si on est complètement capable de le faire, parce que alors je pense qu'il y a des domaines qui sont digitalisés plus vite, qui avaient plus de retard que la santé, qui finalement elle avait passé le cap de sa digitalisation, aussi parce qu'il y avait des contraintes légales beaucoup plus fortes. Mais aujourd'hui on se rend compte que les écosystèmes ont besoin de s'interconnecter, et souvent la donnée est très cloisonnée entre les services, entre les entreprises ou autres, et finalement la blockchain est capable de décloisonner cette donnée-là, de la transporter et de l'emmener entre des domaines pharmaceutiques à des problèmes beaucoup plus logistiques ou des problèmes beaucoup plus réglementaires. Donc c'est un moyen de communication finalement qui est en train de se créer, comme aujourd'hui, alors qui sera beaucoup moins visible que le mail, le téléphone ou que beaucoup d'interfaces de communication, mais qui dans les entreprises vont être utilisées massivement dans les années à venir. Donc, et j'aimerais finir sur un dernier focus avant qu'on puisse échanger. Pour nous, il y a un triptyque technologique qui est en train d'arriver. On parle beaucoup de capteurs, donc de ces fameuses IoT. Je pense qu'un des sujets, depuis un an ou deux maintenant, ça va être énormément l'intelligence artificielle, l'exploitation de cette donnée. Et finalement, il y a un petit peu un juge de paix qui est en train de s'imposer entre ces deux technologies, qui est la blockchain, qui va permettre à un moment d'avoir des capteurs impartials et objectifs, mais également d'avoir une donnée de qualité qui va remonter vers l'intelligence artificielle, tout en garantissant une anonymisation de celle-ci, ou en tout cas en évitant la surexploitation de cette donnée-là. Aujourd'hui, les intelligences artificielles ont énormément progressé ces dernières années, et ça va aller en s'accélérant encore. C'est ce que la technologie apporte. Et finalement, comment on va faire pour réussir à amener cet équilibre-là? J'en ai parlé avant, mais c'est via des technologies qui vont permettre de garantir cela.
Donc voilà un petit peu ce que je pouvais réussir à amener comme élément avant. Très intéressant cette dernière slide, ça pose un souci. On parle quand on parle de blockchain, on parle de cryptographie, donc c'est de la donnée qui est complètement illisible, de bout en bout d'ailleurs. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de données exploitables, traitables, qu'on peut mixer, traiter. Comment on fait le lien entre ces deux technologies si c'est crypté de bout en bout? Alors l'un n'est pas incompatible avec l'autre. La seule question, c'est si l'intelligence artificielle a le droit d'exploiter cette donnée, finalement, d'un point de vue cryptographique, elle aura un accès à la donnée, elle pourra la déchiffrer et l'exploiter. Et si elle n'est pas conviée à exploiter ces données-là, finalement, elle ne pourra pas le faire. Donc c'est vraiment cela que va apporter la blockchain, c'est d'éviter que la donnée soit surexploitée. Quand vous donnez quand vous permettez un accès à votre donnée à un tiers, c'est pas pour qu'il donne accès à l'ensemble de ses copains. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'objectif de ce type de technologie. Retrouver la confiance, parce que c'est ça en fait l'enjeu d'un système comme celui-là, c'est le fameux tiers de confiance qui est digitalisé. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, le maître mot de la blockchain, c'est la confiance. C'est finalement de réussir à avoir un tiers de confiance digitale qui va apporter l'ensemble des caractéristiques que l'on peut retrouver dans un tiers de confiance, comme en allant très loin, comme l'État ou comme des institutions assez fortes. Le notaire. Le notaire, le banquier, l'assureur, il y a beaucoup de métiers comme ça. Alors, est-ce que la blockchain est capable de remplacer le notaire? Je ne sais pas, parce que le notaire a quand même une force. Enfin, le monde physique a une force que la technologie n'est pas capable d'amener, c'est le monde physique est capable de vérifier que l'ensemble du processus s'est fait avec une certaine éthique. Par exemple, quand je vends une maison, quand je vais devant le notaire, je signe et il voit bien que j'ai pas une arme sur la tempe quand je signe. Alors que si je le fais sur blockchain, techniquement, ça marcherait complètement. Mais est-ce que finalement, j'avais pas une arme qui m'a demandé de vendre mon terrain pour qu'on puisse construire un immeuble beaucoup plus grand? Ça, personne ne pourra le prouver. Tout le problème du vote sur Internet. Exactement, c'est exactement le même problème. Et c'est d'ailleurs pour ça, à un moment, qu'on a créé l'isoloir dans les années 1910. C'est justement pour que on puisse aller voter librement sans que quelqu'un puisse nous influencer dans notre vote. Et alors, le vote électronique, je pense, va se démocratiser, mais est-ce qu'il va se démocratiser depuis son smartphone à la maison, ou quand même dans un lieu qui va accueillir ce vote-là et un lieu qui a été fait justement pour garder cette anonymisation au moment où on vote. Et donc cette blockchain, quand on va l'implémenter dans la santé, comment tu vois justement face à la complexité de cette technologie, et c'est l'apport de TransChain, mais moi je vois, on en a beaucoup parlé au hackathon, on a eu qu'un projet, en tout cas de projets qui ont abouti à des prototypes pertinents. C'est quand même complexe à appréhender. Comment vous simplifiez ça, vous, avec TransChain? Il y a effectivement des concepts techniques qui sont effectivement très complexes à appréhender, et ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, qu'on essaye de les simplifier. Après, nous, ce qu'on amène vraiment, finalement, c'est ce qu'aujourd'hui on connaît le plus dans l'informatique, c'est cette fameuse API. Et cette API, elle va reprendre toutes ces fonctionnalités-là, et après, on fait notre cuisine, et on arrivera finalement à interconnecter une blockchain sur un système classique. Après, effectivement, il y a quelques notions de cryptographie, d'identité, qui sont des notions assez simples, qu'on essaye de simplifier au maximum. Mais il faut avoir quand même quelques notions techniques et de compréhension du système. Ça reste une technologie complexe. C'est pas non plus donné à n'importe qui. Enfin, il va falloir faire un petit peu de code et d'informatique quand même. Mais la plupart de nos clients grands comptes sont en général capables d'intégrer cela, en tout cas un prototype, entre un et 2 jours sur des prototypes assez simples. Donc c'est complètement compatible avec des hackathons qui durent à peu près un grand week-end. Donc c'est complètement possible. Après, il faut un développeur dans l'équipe quand même. Donc, pour le reste, pour ceux qui n'en ont pas, oui, on est capable de venir. Voilà. Et je me dis aussi, mais pourquoi on ne pourrait pas faire confiance à Google? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à
à Groupama, au groupe Vif, on leur fait confiance, hein, puisqu'ils nous font confiance aussi. Mais ils ont beaucoup ce souci. Comment justement on peut recréer de la confiance avec de la blockchain, sachant que, et comme tu disais tout à l'heure, l'humain est quand même important. Il y a quand même un moment où on a une relation avec son banquier, on a une relation avec son notaire, on a une relation avec son assureur. Qu'est-ce qui fait que du coup la blockchain, même si c'est la technologie qui recrée la confiance c'est quand même une sensation humaine, quoi. Oui. Alors, je pense que déjà, il y a deux choses à séparer. Quand j'ai une relation avec mon assureur, mon banquier ou mon notaire, à un moment, il y a une relation financière. Je paye un service et il me rend un autre service. Quand je vais sur Google, le client, c'est moi. Je ne paye à aucun moment pour aller sur Google. Donc, d'un point de vue marketing, je deviens le client et donc, il ne faut pas oublier que j'ai quelque chose à offrir. Donc déjà, il y a cette relation qui est beaucoup moins équilibrée. Derrière, si aujourd'hui Google vaut des centaines de milliards, c'est pas parce que c'est une régie publicitaire. C'est bien parce que cette donnée, elle est capable de l'exploiter. Alors j'aime bien utiliser un cas d'usage tout bête dans la logistique. Aujourd'hui, si je prends l'écosystème Google, ça va être Waze pour faire du GPS. Au pire, il y a Google Maps, donc dans les deux cas, je finis chez Google. La première, alors ça c'est assez rigolo, mais la première chose qui se passe quand on se connecte sur Waze, ça envoie une requête de connexion à Facebook. Alors, tu veux dire ce qu'est Waze pour ceux qui connaissent Waze, pas. alors c'est une application smartphone de GPS, donc voilà. Il y a après la Google Suite, donc ça va être les fameux Excel, Word, le collaboratif que va permettre Google. Une troisième chose, c'est Gmail, et donc les mails avec la messagerie sûrement la plus populaire au monde. Et la dernière chose, ça va être finalement, alors dans le transport et la logistique, ça va être le fait de rouler le camion et d'emmener la marchandise chez un client final. Et Google a quelque chose qui s'appelle Waymo, qui est une société qui appartient à Google, ou qui a été même fondée par Google, qui fait de la voiture et du camion autonome. Alors la question qu'il faut se poser, c'est demain, vu que Google a l'ensemble de ces informations, pourquoi elle ne supprimerait pas l'ensemble des entreprises logistiques au monde et ferait de l'acheminement et l'ensemble du transport au monde en remplaçant l'ensemble de cet écosystème et de ce pan de l'économie. La donnée, aujourd'hui, c'est l'or noir de demain. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'en faire? Je leur fais confiance pour être capable de bien l'utiliser. Après, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, il faut utiliser la technologie, il faut utiliser Google. Il faut juste être conscient de ce que ça peut, des biais que ça peut amener. Je ne suis pas une ermite, j'ai un iPhone et des objets connectés, donc je sais aussi que je suis un sujet à tout ça, mais je suis conscient des conséquences et donc je limite un petit peu tout ça. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations sur la blockchain. Et puis on va passer à notre conférence suivante. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.